Bonjour, bonjour. Je vous propose qu'on commence, c'est l'heure. Moi, je m'appelle Françoise Vernet et j'ai le plaisir d'animer, de modérer cet échange entre hommes, puisque j'adore toujours souligner que nous ne sommes pas toujours dans une parité, parce que c'est toujours un peu difficile. Voilà. Je suis désolée, vous y êtes pour rien. Alors, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, Lucas, qui est tout à fait sur votre droite, qui est architecte urbaniste et fondateur du think tank LI3, l'Institut international d'impidémentologie, est directeur d'un ouvrage qu'il dédicace, qui est Manuel d'un monde en transition, sans un obstacle au changement, sans une piste d'action. À ses côtés, Nathanaël Wallenhorst, qui est docteur en sciences de l'environnement, professeur à la faculté d'éducation de l'Université catholique de l'Ouest à Angers et qui est membre de l'Anthropocène Working Group. Il est aussi directeur d'une collection qui vient d'être éditée chez Actes Sud qui s'appelle Système Terre, dans laquelle il a édité un des premiers titres qui s'appelle Contenir l'emballement bioclimatique. Et comme c'est l'Amélie Nothomb de la non-fiction, il vient de sortir au Seuil. On a beaucoup rigolé avant parce que quand même notre échange va être un peu plombant. Donc on a essayé alors on a hésité à apporter une bouteille de vin, etc., etc. Donc on s'est dit non, on va rester calme. Mais bon, on s'est dit qu'il fallait quand même rigoler. Voilà. Et donc ton actualité d'il y a 15 jours, c'est 2049, ce que le climat va faire à l'Europe au Seuil. À ses côtés, Bruno Villalba, qui est professeur de sciences politiques à AgroParisTech, qui est membre du laboratoire Printemps et du comité de rédaction de la revue Bifurcation. Il est l'auteur de plusieurs livres, mais entre autres, un livre qui vient de sortir dans la collection Système Terre sur l'extinction du vivant, qui s'appelle Au-dessus du gouffre. Et enfin, à mes côtés, Michel Lusseau, professeur à l'École normale supérieure de Lyon, qui a également publié plusieurs ouvrages, notamment au Seuil. Et son dernier fait d'armes s'appelle Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre. Donc, on va essayer de ne pas plomber l'ambiance, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour vous et que vous ressortiez avec plein d'espoir. Je sors tout de suite de la salle ou tout d'abord, j'avais envie qu'on se mette d'accord sur les terminologies. Je trouve que c'est quand même toujours intéressant. Le titre de notre table ronde, c'est Comprendre, entretenir et régénérer notre système Terre. Mais avant, je voudrais qu'on passe par la case Anthropocène et qu'on se donne une petite définition de l'Anthropocène. Et donc, je ne sais pas lequel des quatre s'y colle. Si on peut faire une petite définition. Michel, je te sens assez... Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, merci de l'invitation. Ce festival est formidable, donc c'est toujours un plaisir de participer à ce genre de festival. Et merci à toutes les équipes qui le rendent possible. L'Anthropocène, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail du débat qu'il y a autour de ce terme, mais c'est un terme qui apparaît il y a 25 ans à peu près, au début de ce siècle. Et lorsqu'il apparaît, et on peut peut-être garder cette idée initiale, il apparaît dans le domaine des sciences du climat. Et ce sont des chercheurs, notamment Paul Crutzen, qui le proposent pour essayer d'insister sur quelque chose qui leur paraît à l'époque de plus en plus flagrant, c'est-à-dire que les forçages anthropiques des systèmes climatiques en particulier, mais pas que, forçages anthropiques, c'est-à-dire les effets des activités humaines sur les systèmes biotiques et abiotiques, donc vivants et non vivants de la planète. Système atmosphérique, système du cycle de l'eau, système écologique, etc. Ces effets sont tellement évidents, tellement forts, qu'on peut faire l'hypothèse que l'être humain, anthropos, anthropoi, donc l'être humain en tant qu'espèce, est doté d'une capacité d'influence sur le système Terre équivalente à celle des forces géologiques, qui, depuis que la Terre existe, il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, ont provoqué des allées et venues, des températures, des bouleversements très profonds de l'état des surfaces terrestres émergées, des écosystèmes et qu'en sais-je. Et en parlant d'Anthropocène, on insiste bien sur une radicale nouveauté, ce qu'un historien, Jean-Baptiste Fresso, a appelé ensuite l'événement Anthropocène, un événement historique. C'est que, bien sûr, il y a eu des époques de la Terre où il y a eu des réchauffements climatiques équivalents à ceux que nous sommes en train de connaître, bien entendu. Mais, à l'époque, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait pas d'hominine, mais encore moins d'être humain. 2, ça a mis des dizaines de milliers d'années à devenir, parfois des centaines de milliers d'années à devenir, je parle sous le contrôle du seul vrai spécialiste de la salle, alors que là,
allez, en 250 ans au maximum, et peut-être en beaucoup moins de temps, en fait, selon les cadres temporels qu'on se donne, on va provoquer un réchauffement de l'ordre de 2 à 4 degrés, ce qui est insensé. Il n'y a jamais eu d'équivalent dans l'histoire géologique de la Terre. Et puis, surtout, c'est totalement anthropique. C'est-à-dire il n'y a aucun débat, pas plus de débat que pour savoir si la Terre est ronde ou plate. Il n'y a aucun débat possible sur le caractère anthropique de ce changement. Vraiment, ceux qui vous disent que c'est du bullshit ou du fake, comme un de nos collègues qui tourne mal en ce moment, Donald Trump, ceux qui vous disent que c'est du flan, en réalité, c'est comme dire que les vaccins ne protègent pas ou que la Terre est plate. Ça n'a aucun sens. C'est même pas une discussion qu'on peut avoir. Il n'y a aucun débat scientifique sur l'origine anthropique. Donc c'est lié à notre activité d'espèces humaines cumulées dans le temps. Après, il y a plein de discussions pour savoir si ça commence dès le néolithique, si ça commence en 1800, si ça commence en 1950. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais l'intérêt du mot anthropocène, c'est qu'il nous force à regarder en face cette réalité-là. Nous sommes capables d'avoir tellement d'influence sur les conditions vivantes et non vivantes de la planète que nous sommes même en mesure de rendre cette planète inhabitable pour nous et pour toute une série d'autres espèces. Et ça, jamais aucune espèce n'avait été confrontée à cette réalité. Jamais. Et jamais l'être humain n'a été confronté à cette réalité à toutes les échelles en même temps. C'est-à-dire la question se pose pour la Terre dans son intériorité, dans son intégralité, et elle se pose pour tous les lieux de la planète synchroniquement. On est devant ça, ça devrait nous foutre les foies, ça devrait vraiment nous interroger, mais en même temps, c'est très énergisant parce que quand on est face à cette réalité anthropocène, qu'on utilise le mot ou pas, hein, quand on est face à cette réalité-là, la seule chose qu'on puisse dire, c'est « Ok, ben, on fait quoi ?» Voilà, voilà. Le cadre est posé et je propose un deuxième cadre qui s'appelle, tu peux garder le micro Nathanaël puisque c'est toi que j'interroge, c'est quoi le système Terre ? Eh ben, en fait, système Terre et anthropocène, c'est deux termes qui sont à certains égards synonymes. Anthropocène, c'est le moment dans lequel est aujourd'hui le système Terre. Système Terre, c'est quoi ? Je vais te dire à peu près la même chose, peut-être d'une autre façon. Non, non, mais d'une autre façon. C'est le climat, plus les écosystèmes de la biosphère, plus les sociétés. Et en fait, ça renvoie à l'articulation de ces trois ensembles. Et qu'est-ce qui se passe à cette articulation ? Le climat s'emballe, la biosphère, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent, et comme on est des vrais teubés, les sociétés accélèrent. Et donc, il y a un espèce de tourbillon comme ça, de vortex entre emballement, effondrement, accélération. Et voilà, la réalité du système Terre aujourd'hui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, ça nous donne un critère de jugement qui est extrêmement précis et extrêmement simple, critère de jugement de nos actions, c'est-à-dire de l'action des activités humaines, donc critère de jugement de l'action publique. Est-ce que ce que nous faisons, ça contient ou pas l'emballement du système Terre, puisqu'aujourd'hui, il y a un emballement. Et de fait, quand on a ce critère de jugement-là, ça change tout, enfin, ça change beaucoup de choses en tout cas. Alors, avant qu'on attaque sur la biodiversité, je voudrais, donc dans cette collection Système Terre qui vraiment est au confluent de ces trois sujets, tu commentes un texte qui a été traduit qui s'appelle « Contenir l'emballement climatique ». Peut-être nous dire pourquoi cette collection, pourquoi ce texte et en quoi il est fondamental de l'avoir traduit pour que nous puissions avoir accès à des informations qui étaient jusqu'à présent plutôt en anglais. Et donc, connaissant notre facilité à lire des textes scientifiques en anglais, il valait mieux qu'il y ait des traductions qui soient proposées. En fait, c'est une collection, ça fait 10 ans que je rêve d'un truc comme ça. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert des articles, j'ai découvert l'Anthropocène, je ne connaissais pas, j'ai découvert vraiment par hasard. Je suis allé ensuite sur la page Wikipédia, j'ai lu la page qui était hyper bien fichue et qui renvoyait à différents articles. J'ai commencé à lire les articles et là, en tout cas, pour moi, il s'est passé vraiment quelque chose. C'est-à-dire, petit à petit, ça a généré une espèce de déflagration existentielle. C'est-à-dire, j'ai découvert des savoirs dont j'ignorais l'existence. Des savoirs qui étaient organisés autour d'une logique, d'une dynamique, d'un paradigme, on pourrait dire, qui est la rupture. C'est-à-dire, devant nous, il y a des ruptures brusques et irréversibles, sans retour en arrière possible. Et moi, je m'étais construit, mais comme chacun de nous ici,
à partir d'un paradigme, d'une logique qui est linéaire et qui est en fait la logique qui est le dénominateur commun du corpus des savoirs scolaires, en gros, qui est, en fait, on travaille pour préparer l'avenir, etc. Et il y a une logique comme ça, vous prenez n'importe quel savoir scolaire, il repose sur cette logique linéaire dont on a besoin pour éduquer. C'est-à-dire, en fait, moi, pour que mes enfants ils bossent à l'école, il faut bien que je leur dise que demain, l'avenir, il dépend de ce qu'ils vont bosser aujourd'hui, quoi. Vous voyez bien le truc. Et la croissance, elle s'encastre sur ce mythe à la perfection, en fait, sur ce mythe de la linéarité. Je suis parti en version longue, désolé Françoise, du coup, en 1 minute, j'atterris sur ta question. Et donc, du coup, il s'agit, enfin, en tout cas, on a parlé avec Actes Sud de dire, mais bon sang, ces articles-là, il faudrait les mettre, je sais pas moi, au milieu de l'espace public, c'est-à-dire pour qu'à un moment donné, nos députés, nous et nos députés, pas uniquement les députés, mais on puisse décider de l'action publique et qu'elle procède en partie du réel médié par ces savoirs-là. Et voilà. Et donc, du coup, cette collection elle est toute simple. C'est la traduction brute d'un article scientifique. Parce que souvent, il y a des gens qui s'excitent pour dire les scientifiques, ils disent pas que, les autres, ils disent que, etc. Puis en fait, honnêtement, on n'en sait rien. Les articles, ils sont sur des serveurs en anglais, voilà, qu'on n'a jamais, sur lesquels on n'a pas des droits d'accès, etc. Donc là, voilà, ils sont dans une petite collection. La première partie, c'est la traduction brute de l'article. Aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas des débiles, en fait, que cela se lit bien, tout simplement. Voilà. Et puis la deuxième partie, c'est le chercheur qui a traduit l'article qui dit « bon, voilà ce que je pense ». Au début, c'est « voilà ce que nous savons », c'est le côté scientifique. Puis après, il y a un côté qui est plus sociétal, société, politique, de dire « bon, à partir de là, voilà, je pense ça ». Pour mettre pour qu'un débat politique procède, en partie, bien sûr, mais d'une analyse du réel. Très bien. Et donc, sur l'emballement climatique, tu as un ou deux trucs à nous dire sur la pertinence de cet article, c'est-à-dire pourquoi cet article nous permet aujourd'hui… Ouais, génial. Vas-y. Donc, c'est l'article traduit dans ce petit livre-là, c'est un article de Will Stephen en 2018 avec des collègues. Et en fait, c'est un article qui s'inscrit dans le prolongement des débats sur les limites planétaires. On a tous entendu les limites planétaires. Le premier article, il est en 2009. Ce n'est pas un vrai article scientifique. C'est un truc qui est jeté comme ça. 2015, un article scientifique vraiment solide, très complexe, etc. Et je pense, à mon avis, je n'étais pas dans la peau des types qui l'ont écrit, mais ils ont mis en œuvre une telle complexité scientifique. Il est absolument passionnant, l'article de 2015. Mais un décideur, un responsable politique, il ne peut rien faire de ça tellement c'est complexe. Et donc, en fait, derrière, il tape du poing sur la table. Il dit, putain, mais en fait, ils n'ont pas compris. On va leur expliquer simplement. Il y a un seuil. Le seuil, il est à peu près à 2 degrés. Peut-être qu'on est même déjà dedans. Ils le disent comme ça. Donc, en fait, il y a une limite. La limite, c'est celle de la COP21, etc. C'est le 1,5. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et il faut contenir l'emballement du système Terre. C'est-à-dire on doit tout faire pour que le système Terre demeure dans la trajectoire dans laquelle il est et ne parte pas, qu'il n'y ait pas quelque chose qui parte en vrille, là, comme ça. Merci. Vous avez tous tout compris, donc c'est parfait. Rigole pas, Bruno. Maintenant, on va passer chez toi. On va aller voir du côté de la biodiversité, puisque dans le système Terre, il y a aussi on va dire, le vivant. Et peut-être toi nous dire, redéfinir la biodiversité, d'ailleurs, je pense que c'est bien à chaque fois de bien partir des thématiques, enfin des termes dont on parle, et parler de cet article qui, pour toi, était fondateur sur justement l'extinction du vivant. Oui, alors c'est un article qui a été écrit par 3 chercheurs mexicains et américains. J'ai oublié le prénom. Ceballos. Voilà, c'est l'éditeur, il s'en souvient mieux que moi. Et Paul Ehrlich. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces 3 scientifiques font un état des lieux de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui. Et ils racontent que nous sommes à la 6e extinction du vivant. Et comme le disait Michel tout à l'heure, on est effectivement à la 6e extinction liée à la responsabilité exclusive de l'intervention humaine. Ce n'est pas un phénomène cosmique, genre un météore qui tombe sur la Terre. Ce n'est pas une évolution climatique forte qui aurait entraîné la quasi-disparition des espèces vivantes
maritime et terrestre. Et on a tendance souvent, quand on parle de biodiversité, à focaliser sur l'espace terrestre, alors que l'espace maritime, il est essentiel à la continuité du fonctionnement du vivant. Et puis le deuxième élément aussi extrêmement intéressant de cette proposition, c'est parce que ces 3 chercheurs sont à la fois des militants écologistes, environnementalistes. Paul Ehrlich, les plus anciens s'en souviennent, c'était celui qui avait mis en avant l'histoire de la pression démographique sur le système Terre. Enfin, on n'appelait pas ça le système Terre à l'époque, mais c'est exactement ça. Et ces 3 chercheurs font le diagnostic que si cette crise sur le vivant existe, c'est d'abord parce qu'il y a un travail d'invisibilisation du vivant. Nous avons déconnecté notre pratique de l'existence du support matériel du vivant. Et donc, c'est ce que Dominique Bourg avait magistralement mis en évidence dans un article, c'est ce phénomène d'invisibilisation du vivant. Toute notre pensée moderne s'est construite sur l'idée qu'il y avait une spécificité de l'acteur humain, une exceptionnalité humaine, comme disent un certain nombre de sociologues de l'environnement dans les années 70, qui faisait que finalement, nous étions non pas comme maîtres et possesseurs de la nature, mais pleinement maîtres et possesseurs de la nature, puisque nous avions construit une relation instrumentale, rationnelle, scientifique avec le vivant. Par exemple, l'institution dans laquelle je suis, AgroParisTech, le slogan qui caractérisait cette institution avant, c'était « gérer le vivant ». Vous voyez un peu l'ambition prométhéenne qui consistait à organiser rationnellement l'instrumentalisation du monde vivant. Seulement, avec la conjonction d'un certain nombre de facteurs, l'invisibilisation, le fait qu'on n'ait pas une représentation précise de ce que c'est que le vivant. Et la biodiversité, c'est un concept scientifique qui apparaît au tournant des années 80. Pour les scientifiques, l'invention de cette notion, c'est justement pour caractériser la crise du vivant. Ils n'avaient pas de terme pour qualifier le phénomène systémique qui frappait le vivant. Donc, ils inventent cette notion de biodiversité qui retrace la diversité de l'existence du vivant. Et à la fois le vivant sauvage, parce que souvent on parle de biodiversité avec la figure de l'animal sauvage, notamment les grandes espèces vivantes, les éléphants par exemple, ou d'autres. Or, la biodiversité, c'est aussi la relation instrumentale qu'on va avoir avec les espèces domestiques, qui sont beaucoup plus importantes en termes de poids sur le vivant, les animaux domestiques, ou l'exploitation des animaux marins, pour justement la nourriture humaine ou le plaisir humain, si on voit la chasse ou d'autres pratiques. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est que ces auteurs disent la crise, il faut la rendre présente. Et c'est tout ce travail de mise en scène, finalement, de l'extinction du vivant qui est assez compliqué. On sait qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle en sciences politiques à la climatisation des activités politiques. On a enfin réussi à comprendre que ce n'était pas quelque chose qui allait arriver, mais quelque chose qui s'incarnait dans nos existences. Seulement, pour la biodiversité, on est encore très loin d'incarner nos relations quotidiennes et notre dépendance, on renverse la logique, avec le vivant. Et donc, la troisième question importante que pose cet article, c'est la question de la responsabilité. Ce qui est extrêmement intéressant dans l'Anthropocène, c'est qu'on décrit un mécanisme. Mais en politique, parce que je suis politiste, la question, c'est de savoir qui est historiquement responsable, mais surtout qui va être responsable de la gestion de ce phénomène-là. Et on est déjà en train de simplement tenter de pouvoir gérer la crise climatique, et en même temps, il faut gérer l'effondrement de la biodiversité. Et les auteurs disent, la question climatique, de toute façon, l'emballement, il est là. Donc, voilà, on ne pourra pas arrêter le phénomène d'emballement climatique. Par contre, sur la biodiversité, nous avons encore l'autorité politique nécessaire pour empêcher la dégradation irréversible d'un certain nombre d'espèces vivantes. En gros, pour le dire, 2050, nous allons assister à la disparition des éléphants. Nous le savons, appauvrissement des populations, discontinuité, etc., etc., la disparition des éléphants. Il en restera quelques spécimens à droite à gauche dans des parcs qui vont finir par s'appauvrir au niveau du patrimoine génétique. Mais ce qui va être extrêmement intéressant, c'est que quel est l'engagement international que nous allons construire pour préserver ce vivant ? Et on voit bien que la responsabilité, elle n'est pas simplement sur la question des espèces sauvages, des éléphants, mais aussi notre relation quotidienne à l'alimentation, par exemple, sur l'exploitation des animaux domestiques. Et donc, c'est une remise en cause qui est intéressante. Et troisième niveau de l'article qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il propose des solutions politiques. Alors là, ce n'est pas leur domaine de prédilection, on peut le constater. Par exemple, une des propositions qu'il soulève, c'est transformer l'éducation. En tant qu'enseignant, si transformer l'éducation, ça suffisait, voilà, il y a d'autres choses qui jouent dans le processus d'éducation et on sait bien qu'aujourd'hui, l'école, elle ne forme pas des citoyens, avant tout des citoyens écologiques, mais elle forme essentiellement des êtres individualistes dans la compétition, etc., etc. Donc vous voyez comment on va rentrer dans un mécanisme de compréhension de l'importance de l'effondrement de la biodiversité
Et comment on retourne cette question en faisant une condition sine qua non de la négociation politique. Merci Bruno. Donc on peut applaudir Bruno. Voilà, merci. Donc on a commencé par la crise climatique, on a continué par la crise de la biodiversité et maintenant nous allons aller chez Michel pour la crise de l'habitabilité. Voilà, si tu veux bien nous partager ta crise. Oui, il faudrait l'après-midi pour ça. Et donc, moi, mon point de vue est différent, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une convergence de travaux qui partent de points de vue différents, mais qui aboutissent à peu près toujours au même type de résultat, c'est-à-dire la mise en question de notre capacité à habiter de façon juste et digne cette planète. Et nous n'en avons pas d'autres, hein, je vous le rappelle, n'en déplaise à Elon Musk, il n'y en a pas d'autres. Moi, je pars d'un autre point de vue qui est celui d'un géographe qui travaille depuis 40 ans maintenant sur la question de l'urbanisation, ce qu'on appelle l'urbanisation planétaire, qui essaie de comprendre les effets du processus d'urbanisation qui se déclenche à partir de 1950 et qui dure encore aujourd'hui, un processus d'urbanisation qui n'a pas là aussi d'équivalent historique. C'est d'ailleurs le plus important processus de bouleversement des conditions de vie de toute l'histoire humaine, que cette urbanisation contemporaine qui voit l'ensemble des sociétés changer en raison de cette urbanisation et l'ensemble des êtres humains voir aussi leur mode de vie, leurs conditions de vie changer. Et c'est ce qui me fait dire que, en raison de l'urbanisation, qui est une urbanisation généralisée, la Terre de 2025 n'a plus grand-chose à voir avec la Terre de 1925 et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes plus les mêmes. Et il suffit d'ailleurs d'interroger nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'essayer de faire un peu d'archives sur ce qu'étaient les conditions de vie, même en ville, dans les années 1930-1940, pour s'apercevoir que ça n'a plus grand-chose à voir avec nos conditions d'existence, qui sont complètement travaillées par ces logiques d'urbanisation planétaire dans tous les domaines, dans tous les compartiments de nos vies, mobilité, alimentation, accès à la consommation, vêtements, loisirs, tourisme, culture, activité physique et sportive. Donc nous ne sommes plus les mêmes humains, d'ailleurs nous n'avons plus les mêmes corps. Hein, quand j'essaye de faire comprendre ça à mes étudiants, je prends une photo de foule urbaine en 1920 et une photo de foule urbaine en 2020. Et les étudiants disent « Ah ben oui, mais c'est pas les mêmes corps. Nous n'avons plus les mêmes corporéités. Pourquoi ? Parce que nous ne nous alimentons plus de la même manière. Nous sommes sédentaires alors qu'auparavant nous ne l'étions pas, etc. » Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre quel est l'impact de cette urbanisation planétaire sur le système Terre et en quoi cet impact nous mène à la menace sur l'habitabilité de la Terre. J'espère que je suis clair, hein, et je consacre donc la première partie de mon livre à documenter cet impact dans plusieurs dimensions de notre existence et j'arrive à la conclusion qui est inconfortable qu'aujourd'hui, en raison même de l'urbanisation planétaire, nous avons installé une manière d'habiter la Terre, habiter, c'est-à-dire organiser nos espaces et nos temps de vie, entre humains et avec les non-humains, animaux, végétaux, etc., eh bien, en raison de ces manières de vivre, nous avons aujourd'hui une habitation humaine de la Terre qui est 4 fois insoutenable. On va aller vite. Insoutenable au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'elle est appelée à s'effondrer. Elle est appelée à ne pas pouvoir être étayée. Et d'ailleurs, elle n'est pas appelée à, elle a déjà commencé à s'effriter, ça et là. Une insoutenabilité économique. Il y a un énorme mensonge qui continue de circuler dans l'appareil médiatique mondial, c'est que l'économie fondée sur la croissance illimitée, qu'on nous présente comme la seule économie possible, hein, le fameux « There is no alternative » de Margaret Thatcher, en fait, cette économie est insoutenable. Elle utilise trop de ressources, elle est trop prédatrice, elle est trop extractiviste, elle extrait trop du sol et des sous-sols. Et depuis 1972 et le rapport Meadows, nous devrions savoir qu'il ne peut pas y avoir de croissance illimitée dans une planète qui est en elle-même une planète finie. Insoutenabilité sociale. On nous a dit que la croissance économique illimitée qu'on nous proposait en modèle, elle était nécessaire à résorber la pauvreté à l'échelle mondiale. Je vous la fais courte, même s'il y a eu de légères évolutions positives entre 1990 et 2010 et 2020 sur une sorte de stagnation à la baisse de la pauvreté et de la très grande pauvreté, depuis la pandémie de Covid, tout a changé et la pauvreté est repartie à la hausse. La pauvreté n'a jamais été aussi importante. L'extrême pauvreté, moins de 2,5 $ par jour, c'est plus d'1,2 milliard de personnes. La pauvreté monétaire moyenne, moins de 8 $ par jour, c'est 50
50% de la population mondiale, 50%, à tel point qu'on peut dire que la pauvreté n'est pas un résidu du fonctionnement économique. La pauvreté est une condition nécessaire au fonctionnement économique. Si vous n'avez pas de pauvres, vous ne pouvez pas faire fonctionner le système. En particulier parce que vous ne pouvez pas avoir le sous-prolétariat utilisé par les activités de production pour nourrir le marché de la consommation en masse. Si vous n'avez pas de pauvres, vous ne pouvez pas construire Dubaï. Si vous n'avez pas de pauvres immigrés du continent indien, vous ne pouvez pas construire Dubaï. Troisième insoutenabilité, je vais encore plus vite, l'insoutenabilité écologique. Bon, là, il n'y a pas à discuter, pas de dessin. Climat, eau, écosystème, ressources, modification des fonctionnements des grands organismes comme les océans ou certaines très grandes forêts. Tous les indicateurs sont au rouge. Nous avons franchi 7 limites planétaires sur 9. Qu'on soit d'accord ou pas sur le détail de la définition des limites planétaires, ça, on peut toujours faire du byzantinisme. Il n'en reste pas moins que nous sommes devant une insoutenabilité écologique. Et ce n'est pas pour dans 40 ans, c'est même peut-être même pas pour 2049, c'est déjà maintenant qu'un certain nombre de phénomènes le manifestent. Et puis il y a une quatrième insoutenabilité, c'est l'insoutenabilité politique et démocratique. Que font les autorités publiques et leurs soutiens économiques et lobbyistes de tout poil face à ces crises économiques, sociales et écologiques que nous devrions affronter en mettant en valeur les fondements éthiques de notre humanité, c'est-à-dire sommes-nous capables de proposer aux individus une vie bonne dans une société juste, hein, qui pourrait se passer de l'exigence d'avoir une vie bonne? Tout le monde a le droit à une vie bonne. Tout le monde, absolument tout le monde, partout. Il n'y a pas des citoyens de seconde zone qui auraient le droit de mourir sous les bombes dans n'importe quel territoire que ce soit ou de crever dans la rue à cause de pauvreté. Tout le monde a le droit de demander une vie bonne. Eh bien, pour sortir de cette triple crise, que nous proposent les pouvoirs politiques? Eh bien, ils nous proposent la grande régression des droits, la grande régression démocratique. Jamais il n'y avait eu autant de régression démocratique assumée qu'aujourd'hui. D'abord aux États-Unis, qui ont longtemps été le pays de cocagne de la démocratie, mais aussi en France, en Italie, en Allemagne avec l'AfD, aux Pays-Bas, en Belgique, dans certains cantons suisses, soyons équitables, il y a des gens qui connaissent la Suisse ici, un peu partout, ce regret démocratique existe. Ça veut dire que pour sortir de la crise de l'habitabilité, on nous propose de renoncer à nos droits fondamentaux. Eh bien, face à cela, je documente tout ça dans la première partie du livre, donc au bout de 100 pages, on a envie de partir au Club Med pour se changer les idées. Je vous le déconseille, ce n'est pas trop éco-friendly, mais si on est face à cela, comme je le disais tout à l'heure, alors on est obligé de se demander ce que l'on va faire. On ne va pas se couvrir la tête de cendre, on ne va pas se dire « c'est foutu, attendons tranquillement que la mort nous saisisse ». Non, face à cela, il y a une exigence éthique et politique qui est de dire comment pouvons-nous inventer des voies de sortie de cette menace sur l'habitabilité. Et je vous garantis, j'essaye de le montrer dans la deuxième partie du livre, ces voies existent. Elles existent dans tous nos textes, là, et dans bien d'autres textes qui ont été publiés ça, là. Ces voies existent, simplement, à chaque fois, il faut bien l'admettre, toutes ces voies convergent vers une idée. Si nous voulons nous en sortir, alors il faut remettre en cause les fondements même de nos manières contemporaines d'habiter cette planète urbanisée. Bon, Lucas, ça va pas être simple, hein. Je suis désolée. Lucas, il a les solutions. Quand on a échangé, Lucas, tu m'as dit, en fait, je suis dans un espace avec 3 transitionneurs et moi, j'ai pas tout à fait le même positionnement. Peut-être nous dire d'où tu parles et ce que tu as essayé avec les différents collaborateurs de faire à travers ce livre. Oui, juste pour corroborer les propos de Michel, Bruno et Nathanaël. Sur l'Anthropocène, effectivement, on a loupé le coche il y a quelques années. L'Institut international de stratigraphie n'a pas consacré le terme Anthropocène comme nouvelle époque géologique. Ça nous aurait permis d'officialiser. Donc, on a tendance à parler de dérèglement du système Terre. Moi, c'est comme ça que je l'évoque lorsque je parle de transition, parce que quand on parle d'Anthropocène, on va dire que c'est le point A, c'est le point aujourd'hui, et le point B serait une ère que nous souhaitons du respect des limites planétaires. Donc transition, c'est passer d'une ère du dérèglement du système Terre à une ère du respect des limites planétaires. Donc ça, c'est une chose.
Donc on est en transition. Sauf que c'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous savons que nous sommes en transition. C'est-à-dire qu'il y a eu une foultitude de transitions sociétales, voire civilisationnelles. La transition néolithique, ça en est une, passer du statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. Sauf que ça s'est fait sur des pas de temps de plusieurs milliers d'années et qu'on n'avait pas conscience, on n'avait pas planifié cette transition-là. Là, la différence, c'est qu'on nous demande, on se demande à nous de déconstruire en 50, 100 ans ce qu'on a eu de la peine à construire en 12 000 ans. Donc le défi, il est juste gigantesque. Et lorsque je vous écoute, effectivement, on sent qu'il y a une certaine résistance à cet enclenchement de la transition, parce que lorsqu'on est en transition sociétale, vous savez, il y a cette fameuse courbe comme ça de prédécollage, de prédéveloppement, puis de décollage, d'accélération et de stabilisation. Je demande souvent, à votre avis, où on en est dans la courbe. Je ne pense pas qu'on est seulement au moment du décollage. On est avant, on est dans le prédéveloppement. On n'a pas encore commencé à décoller, sauf que le mur est là en bout de piste et qu'il va vraiment falloir accélérer. Donc accélérer, il y a deux manières d'accélérer. C'est soit on met en place des forces de changement, c'est-à-dire des forces d'arrachement à la pesanteur. Donc c'est ce que font les transitionneurs en général. Soit on réfléchit de manière inverse et on se demande comment est-ce qu'on peut travailler sur ce qui empêche ce changement-là, sur les obstacles qui empêchent l'avion de décoller, l'avion de la transition. Donc il y a la voie de la transition, on va dire, et il y a effectivement depuis une quinzaine d'années une foultitude de concepts qui sont tous très utiles. Encore faut-il les opérationnaliser, ces concepts. Et il y a une autre voie qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler sur ce qui empêche ces transitions de se mettre en place. Donc on a fait une chose qui est pas scientifique d'un point de vue rigoureux du terme, c'est que de manière assez empirique, on s'est amusé à lister, en écoutant les penseurs et les penseuses de la transition, à lister ce qui peut empêcher le changement de se produire. Alors on a ce qu'on appelle des obstacles neuropsychologiques, ça renvoie notamment au biais cognitif, mais pas que. On a des obstacles politologiques, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'électoralisme, sur le clientélisme, sur l'ultralibéralisme, sur le monopole de la croissance. Et puis on a des obstacles sociologiques qui renvoient à nos difficultés de nous comprendre les uns les autres et à échanger dans le cadre de projets pour que ces projets puissent être mis en place. Voilà. Donc il y a une partie recensement qui peut soit faire peur, effectivement, parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est confronté à une espèce d'hydre à 1000 têtes et que l'enjeu est énorme. Et il y a une autre réaction qui consiste à dire, effectivement, c'est quasi impossible. On se dirige vers des scénarios d'effondrement, c'est clair. Mais on a le sentiment de connaître l'ennemi et avec beaucoup de stratégie, parce qu'on n'a pas le poids du nombre, on n'a pas les ressources financières et humaines, mais on a la stratégie. C'est peut-être la seule arme qu'on ait véritablement. Avec un peu de stratégie, on a une petite chance de vaincre ces forces d'inertie et de permettre à l'avion de la transition de décoller. Donc c'est ce qu'on fait avec un travail de recensement de ce qui empêche. Et pour chaque obstacle qu'on recense, on propose ce qu'on appelle un contre-obstacle, une attitude clé dont les effets sur le monde réel sont censés être inverses aux effets produits par ces fameux obstacles. Voilà, donc c'est tout notre travail et puis également de proposer des outils de méthode pour massifier, parce que c'est encore un problème de masse critique. Il faut se le dire, les conservateurs sont en nombre beaucoup plus nombreux que les progressistes. C'est toujours le même problème. Donc l'idée, c'est vraiment de massifier pour qu'on soit suffisamment nombreux pour que le système enfin puisse basculer. Voilà. Merci. Dans les questions que j'ai pour vous quatre, la première, elle concernerait la défiance qu'on a à l'égard des sciences et des scientifiques. Je trouve qu'aujourd'hui, la société civile n'a plus confiance dans les sciences. C'est renforcé par les politiques qui n'ont pas confiance non plus. On peut nommer les différents discours divers et variés. C'est la même chose par les médias qui finalement discréditent énormément les sciences. Et je pense qu'il y a un des points clés dans l'acceptation et dans l'évolution de l'être humain, c'est aussi d'avoir
de renouer en fait avec les scientifiques et de renouer ce contrat de confiance. Donc voilà, par rapport à cet enjeu-là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Je veux bien dire un petit mot là-dessus. Nous, les Français, enfin tout le monde n'est pas forcément français dans la salle, mais en tout cas les Français, on est avant-dernier des pays de l'OCDE en mathématiques et culture scientifique. C'est-à-dire que tout le monde est devant nous. Les Hongrois, les Polonais, ils sont devant nous. Honnêtement, on les regarde un peu de dessus quand même. Et on n'arrive à battre que les Chiliens. Donc ça, c'est juste pour poser le cadre du truc, quoi. Voilà. Avant-dernier, c'est quand même c'est fort. Et un autre petit truc, c'est une petite scène de film. Un film qui a été fait sur Hannah Arendt il y a 10 ans, un truc comme ça, sur Eichmann à Jérusalem. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez vu. Et en fait, il y a donc Hannah Arendt, vraiment une grande dame du XXe siècle, quoi. Et il y a un moment, donc Hannah Arendt, elle couvre le procès d'Eichmann à Jérusalem. Et il y a un moment où elle travaille avec son éditeur du New Yorker, donc à New York, et on la voit autour d'une petite table là, comme ça. Puis son éditeur, il dit écoutez, Madame Arendt, là, régulièrement, vous écrivez et vous citez des choses en latin et en grec. Notre lectorat, il ne maîtrise pas le latin et le grec. Et là, Arendt, elle dit qu'ils apprennent. Et elle passe à la suite. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas faire l'économie de plonger dans quelques articles. C'est peut-être complètement naïf et utopiste. On va dire, le mec, il a complètement fumé la moquette. Bah, peut-être. Mais il y a à un moment donné un type de littérature avec laquelle il faut qu'on se familiarise un tout petit peu, parce que ça nous dit quelque chose du réel et d'un réel qui est non accessible à nos sens. Voilà. Sinon, on court le risque de comprendre les choses uniquement dans le prolongement de ce qu'on perçoit. Du type, cet été, il a fait chaud, moi j'ai des hortensias dans mon jardin, et je me suis dit, tiens, mes hortensias, ils vont peut-être pas repartir. Finalement, ils sont repartis. Et du coup, comment je comprends le changement climatique? Je comprends que quand même, c'est chaud, quoi. J'ai failli perdre mes hortensias. Bon, et voilà. Et ce qui est devant nous, il y a Jean-Marc Jancovici qui disait il y a pas très longtemps, nous n'avons encore rien vu. Oui, de fait, nous n'avons encore rien vu parce que tout ce que nous avons vu pour l'instant est organisé à partir d'un paradigme plutôt linéaire. Et la non-linéarité, c'est-à-dire des effets qui sont non proportionnels avec ce qui est en train d'advenir, on ne l'a pas encore éprouvé. Et pour le voir et le comprendre, on a besoin des articles scientifiques. Une dernière toute petite image, par exemple, c'est qu'on a tous fêté une fête d'anniversaire quand on souffle dans un ballon de baudruche. Et le ballon, le volume du ballon, il augmente de façon proportionnelle à l'air qu'on injecte dedans. Donc on souffle un peu, ça gonfle un peu, on souffle beaucoup, ça souffle beaucoup. C'est comme ça que fonctionne le climat. C'est-à-dire un peu de CO2, un peu de chaleur, beaucoup de CO2, beaucoup de chaleur. Là, on est d'accord. Maintenant, on reprend le ballon jusqu'à ce que 1 millilitre d'air en plus, le ballon, il pète. Et il est dans un état non linéaire avec la cause. Et on reprend notre climat. C'est comme ça que fonctionne le système climatique. Alors, dans des temporalités autres que celles d'une fête d'anniversaire, hein, là, c'est le côté un tout petit peu tranquille. Des temporalités à rapporter à celles du système Terre et singulièrement aux différents éléments du système Terre concernés. Et donc, pour ça, pour comprendre, pour sentir, pour voir la non-linéarité, de fait, il n'y a pas 15 000 littératures qui nous permettent à part la science-fiction peut-être, mais je ne connais pas énormément, mais qui nous permettent de comprendre ça. Michel ? Non, mais pardon, mais la bonne science, elle déroute. Elle est là pour invalider les biais de confirmation. Là où l'idéologie confirme, la science déroute. Bon, alors si on est dans une société où on est obsédé par la confirmation de ce qu'on croit être juste, évidemment, on ne peut pas adhérer à la science, puisque la science va dire non, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se déroule, c'est peut-être plus complexe que ça, là on n'en est pas certain, là on en est sûr. Non, en réalité, pour accepter la science, il faut accepter d'être dérouté. Et les scientifiques eux-mêmes sont déroutés par ce qu'ils trouvent. Tous et toutes ici, on a abordé ces questions-là incidemment. Nous, au départ, on n'était pas spécialistes de ces questions environnementales ou de ces questions écologiques. Ça nous est venu dessus parce que nous avons été déroutés par les résultats de nos travaux. Donc, il faut accepter d'être dérouté et accepter que des arguments ne correspondent pas à son vécu. Mais ça, on le sait depuis très longtemps. Un grand philosophe, puisque Dominique Bourrella, Edmund Husserl disait « Pour moi, la Terre ne se meut pas ». On pense tous que c'est le Soleil qui bouge. N'est-ce pas? Non, en fait, c'est un scoop.
C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, il faut accepter que ça ne corresponde pas à son vécu empirique. Or, en matière écologique, sociale et économique, dès qu'on commence à documenter l'insoutenabilité, la quadruple insoutenabilité dont je parlais, dès qu'on commence à le faire, on tombe sur des choses qui ne correspondent pas à notre vécu. Comment faire pour en sortir? Améliorer quand même l'éducation scientifique, parce que c'est vrai qu'on n'est pas bon. Travailler avec des médias qui acceptent de faire le boulot. Mais bon, si vous êtes là, j'imagine, c'est que vous voulez faire l'effort. Autrement, vous seriez au supermarché samedi après-midi en train de faire autre chose. Et puis là, on vous voit, vous êtes 100, vous allez acheter tous et toutes nos livres. Donc, faire l'effort de lire, faire l'effort d'écouter, de comprendre ce que l'on ne comprend pas spontanément. Mais il n'y aura pas de baguette magique. On ne peut pas penser que devant l'idéologie généralisée du fake et de la falsification, miraculeusement va s'imposer l'ère de la vérité scientifique. Non, c'est un travail démocratique et politique fondamental. Sommes-nous capables, voulons-nous nous emparer des résultats des recherches scientifiques? Voulons-nous en faire une connaissance commune? Et sommes-nous capables de nous servir de cette connaissance commune pour changer nos manières d'être et nos manières de faire? Il n'y a pas d'autre question que celle-ci, en fait. Donc, évidemment, les États ont leur part, leur boulot à faire, les entreprises devraient faire mieux, mais à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous, nous devons répondre ou pas à cette sollicitation. Nous devons dire, alors, ça me concerne ou I don't care. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été partisan de l'idéologie des petits mouvements, des petits gestes, parce qu'en réalité, il n'y a pas de petites décisions quand il s'agit de dire « Ok, je comprends ce qui est en train de se passer, je ne m'en laisserai plus compter. On ne va plus me raconter d'histoires à dormir debout. Je comprends ce qui est en train de se passer, donc je commence à faire autrement. » Ouais, je crois qu'il y a Lucas et après, Oui, non, j'allais m'adresser aux politistes, donc tu bottes là. Très rapidement, hein, on peut effectivement, sur le discrédit de la science, se demander quoi faire contre le discrédit systématique. Et puis, on peut se demander aussi ce que ça signifie. Ce qui se passe depuis 4-5 ans, en fait, hein, depuis la pandémie de Covid, c'est qu'on est dans une ère de backlash quotidien en ce moment. Et sur le discrédit de la science, on peut se demander ce que ça signifie. Et moi, comment je le lis, hein, lorsque j'étudie aussi d'autres phénomènes de transition sociétale qui ont lieu par le passé, c'est que ces backlash, souvent, ils se multiplient lorsqu'il y a des bifurcations en cours. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que le pouvoir sent que le système est en train de se craqueler. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction vive du système pour éteindre, pour étouffer ce feu du progressisme qui est en train de prendre. Et effectivement, c'est peut-être le signe que le système actuel, hein, disons capitaliste, hein, pour faire rapide, est en train de s'effondrer. Donc il y a aussi de l'espoir. Certes, on peut voir ces backlash se multiplier et se dire c'est terrible. On peut aussi se dire c'est le signe que le système est en train de se casser la gueule. Et backlash en français? Donc c'est un ressac conservateur. Voilà. C'est ces courants de retour qui sont parfois quasiment aussi forts que les lames de fond, hein, donc en océanographie. Et aujourd'hui, c'est donc des phénomènes de réaction, donc des phénomènes de ressac, hein, qui annulent en fait les forces que nous essayons de mettre en place. Juste sur la connaissance scientifique, en fait, ce n'est pas la science qui est attaquée en tant que telle. Il y a une hiérarchie des connaissances scientifiques. C'est ça qui pose problème. Et tout en haut, vous avez l'économie classique ou néoclassique qui donne le là. Et dans l'enseignement des universités, je suis toujours frappé quand moi j'ai des étudiants qui sont plutôt intéressés par les questions environnementales, qui ont plutôt des parcours intellectuels et militants concernant ces questions-là. Et je suis tous frappé quand ils viennent de Sciences Po ou de X ou d'AgroParisTech, c'est que ces étudiants, ils ont tous un socle commun de connaissances stabilisées sur les questions économiques. Mais l'économie classique, ils ont étudié les mêmes histoires, les mêmes fables qui sont révélées complètement obsolètes de Ricardo, Smith, etc. Par contre, les théoriciens de l'économie écologique, par exemple, en France, on a eu un des pères fondateurs de cette théorie, René Passé, eh ben, ils ne le connaissent pas.
C'est-à-dire que là aussi, on a un phénomène par le biais de l'opération politique, mais aussi par le biais de la puissance académique d'un certain nombre de disciplines, d'imposer les référentiels théoriques qui sont légitimes. Et nous, modestement, on est effectivement dans des contre-registres théoriques. Mais il nous faut encore plus de légitimation, plus de preuves, entre guillemets, scientifiques. Quand vous accernez encore la énième connerie sur la loi de l'offre et de la demande, ça passe. Quand vous expliquez le caractère absurde de la production, de l'intensification de la production industrielle, eh bien, vous êtes renvoyé effectivement à une vision rétrograde, passéiste, amiche, et j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, ce phénomène de hiérarchisation des connaissances scientifiques, il est extrêmement important à comprendre. Et ensuite, dans l'opposition théorique des sciences, aller contre l'activité productiviste industrielle telle qu'on la connaît aujourd'hui et le consumérisme généralisé dans lequel nous pataugeons tous, pas l'oublier, eh bien, il faut aussi que ces connaissances scientifiques s'unissent. C'est tout l'intérêt de la collection Système Terre, de faire dialoguer les sciences du système Terre avec les sciences sociales. Parce que bien souvent, du côté des sciences sociales, on va par exemple dénoncer l'économie capitaliste, mais en oubliant que si on change le modèle productiviste capitaliste pour un modèle productiviste autre, eh bien, nous retomberons dans les mêmes impasses écologiques. Et donc, vous voyez, on est à la fois l'étonnant d'une contre-théorie politique, écologique et scientifique, et à la fois, on a du mal à concrétiser une alliance objective des connaissances scientifiques qui serait assez forte pour donner le pion à l'économie. Je prends juste que l'économie, mais c'est pareil pour le management, c'est pareil pour le marketing. Enfin, vous voyez toutes ces pseudosciences de gouvernement qui font en sorte d'être des soutiens objectifs de la décision économique. Et le problème, c'est que dans la hiérarchie, là aussi, des lieux de reproduction des élites, eh ben, paradoxalement, pendant des années, à Polytechnique, le philosophe qui a incarné la philosophie à Polytechnique, c'était Luc Ferry. Donc, inutile de vous dire que quand il faisait son cours sur la question de l'écologie, vous voyez bien comment il a formé ou déformé des légions de polytechniciens qui sont maintenant dans tous les cabinets des grandes entreprises françaises et à l'international. Il les a formés à l'idée que l'écologie était contre-productive, un anti-individualisme, etc., et autres inepties. Et donc, vous voyez bien qu'il va falloir, là aussi, restructurer une offre théorique, une offre scientifique et une offre pédagogique qui soit suffisamment forte, à condition, bien sûr, que la classe politique légitime ce renversement de paradigme pédagogique. Et là, pour l'instant, vous avez pu voir aux États-Unis, avec l'affirmation du discours de Trump devant l'ONU, qui est quand même un effondrement. Nous, on explique aux étudiants qu'il faut être pondéré, il faut être machin et tout, et lui, bam, il balance des tas d'inepties, et personne ne se lève pour lui mettre une paire de claques en disant « bon, maintenant, t'arrêtes et tu rentres chez toi ». Qui ça? Va au golf. Et donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment, là aussi, peut-être une jeune génération de chercheurs qui sont moins naïfs vis-à-vis de cette primauté de la question économique, mais surtout beaucoup plus curieux sur l'ensemble des enchaînements des connaissances scientifiques. Et là aussi, il y a des signaux faibles extrêmement intéressants, à la fois dans les attitudes des étudiants qui bifurquent, qui désertent, peu importe le terme, mais aussi d'une jeune génération de chercheurs qui se saisissent enfin de la question écologique dans les sciences sociales, dans les sciences du système Terre, et qui posent de nouvelles questions et qui obligent à formuler de nouvelles réponses scientifiques. Merci. Lucas, dans ton livre, tu parles d'arrêter de donner la parole aux penseurs et de donner la parole aux faiseurs. Tu parles beaucoup de la starification des experts de la transition. J'aimerais bien que tu nous dises un mot là-dessus. Oui, alors c'est un des 101 obstacles effectivement qui ont été recensés, qui est un obstacle un peu polémique parce qu'on a besoin d'avoir des inspirateurs, mais on peut se poser la question de savoir si dans une société on préférerait, allez, si on avait le choix, si on préférait avoir 1 million de petites stars de la transition versus d'avoir 100 mégastars de la transition, qu'est-ce qui serait le plus efficient? Mon avis à moi serait qu'on aurait tout intérêt à avoir beaucoup plus de petites stars locales de la transition que des mégastars. Voilà. Bon, nous, on est des petites stars. On n'est pas des stars du tout, d'ailleurs. Des stars en devenir. Mais j'espère que non, en fait. Non. Donc, se pose effectivement en termes de stratégie la question de savoir qu'est-ce qui est le plus efficient. Et je pense qu'on a besoin de petits ambassadeurs locaux, beaucoup plus. Et c'est ce que moi, j'appelle des faiseurs. Donc, on a des penseurs, on a des faiseurs. On a besoin de penseurs parce que ce sont ceux qui produisent des concepts.
Et dans dans la pensée d'Héraclite, un concept, c'est une idée qui sert à infléchir le réel. Donc on a besoin de concepts. Mais on a besoin aussi de gens qui appliquent les concepts. Et le souci qu'il y a, c'est qu'il y a parfois un gap entre les penseurs et les faiseurs. Donc il y a un manque de lien entre les récits, les concepts et ceux qui les appliquent dans le réel, c'est-à-dire qui transforment les comportements. Voilà. Donc d'une part, il faut beaucoup plus de faiseurs, inspirants, inspirés, et d'autre part, il faut créer un lien entre ces penseurs et ces faiseurs. Nathanaël, je me demande, en fait, ce qui est difficile, je trouve, pour le citoyen aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas forcément un consensus entre experts. Et je me demande comment encore certains experts peuvent dire qu'on va rester en dessous de la barre des 1,5 degré à 2 degrés. Mais Bruno te passe le micro, puisqu'à priori, il confirme que c'est pour toi. En plus, il me souffle la réponse, c'est sympa, mais j'ai pas bien entendu. Heureusement qu'il y a de la gaieté, hein, parce que vu le sujet... Oui, on rigole. Le sujet est glauque, hein, mais on a besoin de toute la force de la vitalité pour faire front, pour faire face. Enfin, c'est aussi simple que ça, hein, et on a le droit d'aller bien dans un monde qui va mal, et c'est même nécessaire pour derrière impacter sur la trajectoire du monde, quoi. Tu te souviens de la question ? Non. Non, mais qui est-ce qui dit qu'on va rester en deçà de 1,5 ? Je pense qu'à cet endroit-là, il n'y a pas grand monde qui dit ça. Mais par contre, ce qu'on peut pas mal entendre, c'est que y a un espèce de petit truc qui s'impose comme un grand mensonge, en fait, qui est de dire, bon, on ne va pas faire tourner la Terre dans le sens inverse. Ça, moi, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Et voilà, on va travailler à s'adapter, et puis bon, on s'est toujours adapté. Ça, c'est un immense mensonge. On ne s'adaptera pas à une Terre, à un système Terre qui va sortir du système comment dire, enfin bref, je vais le dire autrement, sinon ça partait en version... en tout cas, si on reste sur la même trajectoire climatique, l'effritement et la déflagration progressive des sociétés génèrent un état auquel on ne peut pas s'adapter comme société. Un humain à poil, c'est-à-dire qui ne serait pas relié aux uns et aux autres. Nous, ce qui fait qu'on est en train d'échanger la tranquille mimile, c'est qu'on a mangé un bon repas à midi, un délicieux repas. Voilà. Ce délicieux repas, il résulte d'une maîtrise des écosystèmes et de la capacité qu'on a à dégager des excédents agricoles et à les dealer, à faire du business. Et là, c'est ce qui fait qu'on est tranquillement en train d'échanger. Mais si à un moment donné, on perd cette maîtrise des écosystèmes et cette capacité de dégagement d'excédents agricoles, de fait, il n'y a plus la diversité fonctionnelle dans nos sociétés. Donc, ce qu'on entend de temps en temps et de plus en plus, c'est de dire, bon, voilà, maintenant, il va falloir travailler à l'adaptation. Travailler à l'adaptation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, c'est ceux qui viendront après qui vont agir. Donc, ça veut dire qu'en fait, on sort du temps présent, qui est le seul temps de l'action, c'est le temps présent à partir du moment où on est dans le réel. On sort de ça pour se faire plaisir dans nos histoires en se disant que ceux après feront le job. Ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ça, c'est... Voilà. Ensuite... Il y a plein de gens qui ne partagent pas cet avis. Je veux dire, il y a des gens qui pensent que le technosolutionnisme, on va arriver à résoudre tous les problèmes que la planète est en train d'affronter. Et après, oui, il y a la question de l'adaptation, puis il y a la question de la technologie. Alors là, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce truc. Je pense qu'il y a des types à la Elon Musk ou à la Jeff Bezos qui sont plus rusés qu'ils en ont l'air. C'est-à-dire que je pense qu'ils nous envoient du rêve. Parce que quand même, un type comme Jeff Bezos, il l'a écrit, je l'ai lu. Son rêve, c'est d'imaginer 1 million. Non, je cherche, comment dire, pour pas dire de faux chiffres. Je croyais que c'était 1 million de vaisseaux avec 1 million de personnes dedans. Oui, voilà, on est à peu près dans... qui traverseraient la galaxie pour aller s'implanter dans différents endroits, machin, etc. Donc le mec, il est... Enfin, je pense que c'est juste, il t'envoie des espèces de slogans de com de malade pour te dire, mais en fait, je suis vraiment un vrai, machin et tout, vas-y, fais-moi confiance avec Amazon. Mais je ne suis pas sûr qu'il croit dans ces trucs-là. Et Elon Musk aussi, je ne sais pas s'il croit dans ces trucs de colonisation de Mars. Pour l'instant, il se
fait des couilles en or en nous faisant croire que... Enfin, j'ai du mal à... Voilà. Et puis, ouais, voilà, c'est tout. Après, je vais me répéter. Bon. En tout cas, C'est pas facile. il n'y a rien. Le truc à dire, c'est un immense mensonge. À aucun moment, quand bien même on arriverait à choper des capteurs qui retireraient tout le CO2 excédentaire de l'atmosphère, ça désacidifierait pas les océans, ça remettrait pas de l'oxygène dans les endroits où l'oxygène a disparu, ça ferait pas reconstruire les calottes glaciaires arctiques et antarctiques. On pourrait dire on s'en fout, mais en fait c'est les grands tampons climatiques, c'est ce qui permet une stabilité du climat. Ça ferait pas repousser les arbres, ça ferait, etc., etc. Merci. Michel, en fait, la question que tu nous poses, c'est de savoir comment sortir de la posture de puissance. Et tu parles du géocare. Et j'aimerais bien que, parce qu'on va essayer de passer dans la deuxième partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est une partie propositionnelle. C'est peut-être aussi une manière de répondre à la question de la crise de confiance des citoyens vis-à-vis de la science. Peut-être que nous, scientifiques, nous avons un effort à fournir qui est aussi de ne pas hésiter à entrer dans le champ de la discussion publique et politique en faisant des propositions. Des propositions qui sont évidemment des propositions différentes de celles qui peuvent être faites par des responsables politiques ou économiques, puisqu'elles s'appuient sur quoi? Elles s'appuient sur les résultats de nos recherches. Mais de dire, bon ben voilà, le scientifique, il doit aussi s'exposer, hein, c'est-à-dire essayer de dire, bon voilà, il y a des pistes de réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en discute? Donc, dans la deuxième partie du livre, je fais cela parce que je ne voulais pas en rester simplement à un constat extrêmement rude et âpre, et puis aussi parce que je crois profondément que l'adaptation, c'est derrière nous. Voilà. On y a cru les uns et les autres, en tout cas dans ma génération, à l'adaptation, peut-être, mais c'est trop tard. C'était, oui, dans les années 70, peut-être, 80, peut-être. Quand René Dumont, faisant rire tout le monde, vous savez, à la campagne électorale de 1974, a pris un verre d'eau à la télévision et a dit bientôt, plus personne ne pourra boire cette eau parce qu'elle sera non consommable, parce qu'elle aura été empoisonnée. Tout le monde a rigolé à l'époque. En fait, il avait raison. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Là, il était peut-être possible d'être dans une logique adaptative, mais maintenant, c'est trop tard. Il faut... C'est compliqué, hein, de l'affirmer et de l'assumer. Il faut réorienter. Il faut bifurquer. Et c'est une autre paire de manches, c'est autre chose, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les fondements mêmes des manières que nous avons développées en mode standard d'habiter ensemble sur cette planète Terre à toutes les échelles, de chez nous au vaste monde. Donc il faut en fait que dans tous les compartiments de notre vie, minute par minute, nous nous posions la question, ah ben tiens, voilà, moi j'ai l'habitude d'aller me payer un petit week-end urbain en Europe en utilisant un low cost peu regardant sur les conditions sociales de ses employés et financé par la puissance publique pour nous permettre de sortir des billets à 29 € pour aller à Berlin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et est-ce que je suis capable de bifurquer, c'est-à-dire renoncer, par exemple? Parce que la bifurcation, hein, vous savez, c'est bien joli, mais il y a un moment à un autre. La question qui se pose, c'est renoncer. Comme dirait le philosophe Alexandre Monin, il faut politiser la question du renoncement. À quoi sommes-nous capables de renoncer? Et Bruno Latour le disait juste après 2020 dans un texte célèbre. À quoi tenons-nous? Quelles sont les choses auxquelles nous tenons absolument et quelles sont les choses auxquelles nous devons renoncer? Je peux vous dire que dès que vous commencez à poser des questions comme ça, ça devient très concret. Téléphone portable, mobilité, type d'alimentation, tourisme, loisirs, type d'éducation, relation aux soins. À chaque fois, ça cogne, et ça cogne évidemment différemment selon les groupes sociaux dans lesquels on est, parce que chacun ne va pas répondre de la même manière à cette question-là, parce que ce serait injuste que tout le monde, selon sa position sociale, dû répondre de la même manière. Donc en plus, c'est sensible aux conditions sociales. Et moi, la question que je me pose donc, c'est quels sont les guides que l'on pourrait essayer d'avoir collectivement pour accompagner, pour accompagner cette réorientation. Et je propose dans ce livre de faire quelque chose qui me préoccupe depuis une quinzaine d'années,
C'est-à-dire, j'essaye de transposer à la réponse à cette question, voilà, la question « à quoi sommes-nous prêts à renoncer ? Comment pouvons-nous changer nos manières de cohabiter ce monde avec les autres humains et avec les non-humains ?» J'essaye de répondre à cette question en incorporant dans mon analyse la philosophie du care. Donc la philosophie développée notamment par une philosophe américaine très importante qui s'appelle John Tronto, sur le care, qui n'est pas une philosophie du soin médical. To care ne veut pas dire soigner au sens médical du terme, en tout cas pas exclusivement. C'est plutôt une philosophie qui tente de réorienter les relations sociales entre individus dans une société. Et donc j'essaye de créer ce que j'appelle un géo-care, c'est-à-dire une série de propositions faites aux lecteurs et aux lectrices en leur disant, voilà, si l'on acceptait de changer nos manières de voir, de faire, et si nous acceptions de changer les valeurs que nous accordons à telle ou telle pratique, alors nous pourrions peut-être cohabiter autrement. Et pour parvenir à ça dans le livre sans que ça soit trop abstrait, là je vois bien que je vous perds, eh bien je m'appuie en fait sur des cas empiriques, c'est-à-dire des cas que j'ai observés. Parce que depuis 20 ans, par ailleurs, une partie de mon travail consiste à aller voir des mouvements activistes locaux qui essayent de lever des verrous, lever des freins et d'expérimenter de nouvelles manières de cohabiter. Au Canada, en Amérique latine, en Europe, en Asie, il y a énormément de gens qui depuis 20 ans, même depuis 30 ans, même depuis 40 ans, essayent de dire « nous, on veut cohabiter autrement ». Et c'est très variable. C'est l'expérience du Chiapas autour du sous-commandant Marcos, mais c'est aussi la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou le quartier des Lentilières, ou le peuple Ojibwe du Minnesota qui essaye de faire breveter son riz sauvage pour contrer les velléités de construction d'un pipeline qui allait dévaster l'écosystème qui permet à ce peuple de récolter ce riz sauvage, qui n'est pas du riz, mais peu importe. Donc voilà, à chaque fois, je regarde ça et je me dis, ben voilà, dès qu'on observe ces cas, alors il y a quelque chose qui devient stupéfiant, c'est qu'on voit apparaître des régularités. C'est-à-dire, on voit apparaître des choses qui se retrouvent tout le temps. Donc, s'il y a des régularités quand vous faites des observations empiriques, si vous êtes scientifique, ces régularités, elles vous disent quelque chose. Ça veut dire que s'il y a des régularités, c'est qu'il y a sans doute des pistes de réflexion. Et je transforme donc ces régularités autour de ce que j'appelle 4 nouvelles vertus de cohabitation, la considération, l'attention, le ménagement et la maintenance. Et j'essaye de montrer en fait qu'à partir de ce géocare, eh bien, c'est ouvert, on peut y aller, d'ores et déjà, ça peut fonctionner, on pourrait changer nos manières de vivre, à condition qu'on accepte d'affronter cette difficulté qui consiste à dire on ne va pas s'adapter, on va réorienter. Parce que je peux vous dire que parmi les régularités qu'il y en a au moins quelques-unes qui sont inconfortables. Toutes les expérimentations dont je vous parle remettent en question le statut standard de la propriété privée. Toutes. Absolument toutes. Toutes les expérimentations dont je vous parle remettent en question la hiérarchie entre les genres. En gros, remettent en question le masculinisme. Et remettent en question aussi le colonialisme, d'ailleurs, soit dit en passant. Ce sont toutes des expérimentations qui mettent en critique sévère et serrée les effets de longue durée du colonialisme, en particulier européen et états-unien. Toutes les expérimentations dont nous parlons sont des expérimentations qui remettent totalement en question le mode de production standard et donc l'accès aux biens de consommation. Absolument toutes. Pratiquement toutes ont une vision très critique de l'utilisation de la monnaie. Alors évidemment, ça suffit aux tenants de l'économie standard, qui est quand même la science qui vous explique que vous nagez alors que vous êtes en train de couler. Hein. Voilà, dans le bonheur alors que vous êtes déjà au fond en train de boire la tasse. Évidemment, tout de suite, ça vous fait qualifier de Amish, vous voulez revenir au Moyen-Âge, mais non, moi je veux revenir à rien, parce que ce que nous allons inventer n'a rien de comparable avec quoi que ce soit qui existait auparavant. Il faut en finir avec ces balivernes. Moi, je ne suis pas pour le retour à, je suis pour l'invention d'autre chose. Donc soyons révolutionnaires au noble sens du terme, soyons créatifs. Il faut créer des choses qui sont complètement nouvelles. Et puis au passage, pour les gens qui sont de ma génération, moi je suis né au tout début de l'année 1960, dites donc, on s'en souvient de l'époque où, pas si éloigné, par exemple, on utilisait la consigne
pour les réceptacles en verre, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas de suremballage, il n'y avait pas de low cost, il n'y avait pas de généralisation du système bancaire, ce n'était pas le même rapport à la propriété, il y avait encore des mouvements de coopératives. Non, il y avait de l'éducation populaire partout. Il y avait des écoles en accès libre pour tout le monde, gratuites. Il y avait un système de santé qui fonctionnait convenablement. Non, j'ai rêvé? Non, non, non. Et ça fait quoi? Ça fait 5000 ans? Non, 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 non. C'est il y a 40 ans, 30 ans. Donc tout ce que l'on pense être de toute éternité, mon œil, dès que quelqu'un vous dit il n'y a pas d'autre alternative et c'est de toute éternité, c'est un menteur. Vous pouvez être sûr qu'il vous ment. En général, il vous ment. Hein. Vous pouvez être sûr qu'il vous ment. Plus souvent il que elle. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des idéologies de mecs. Donc en gros, non, il ne faut pas s'en laisser compter. Réapproprions-nous nos capacités de diagnostic et donc nos capacités d'agir. Le géocaire, ça sert à ça. Allez Bruno, le politico-care, c'est quoi? C'est ton prochain livre? Non, je me situe pas dans ce coin. Je respecte, hein, c'est pas la question. Simplement, j'ai fait un bouquin sur les politiques de sobriété à la suite d'autres chercheurs. On a travaillé sur la question de la sobriété. Et moi, je participe d'un courant théorique qui s'appelle la théorie politique environnementale. Et l'idée, c'est pas de raisonner sur la continuité d'un imaginaire illimité de la construction des choix possibles. C'est le modèle démocratique. En gros, l'individu, il a la capacité finalement d'agencer autant de choix qui lui correspondent parce que l'environnement dans lequel il se situe lui offre ces choix-là. Quand on fait la Révolution française, pour le dire vite, vous sortez d'un statut dans lequel vous êtes inscrit à un statut dans lequel vous faites le choix de vous inscrire. Et donc, ça change complètement la donne. Et cette multiplication des possibilités de choix, c'est au cœur même de la logique démocratique et c'est au cœur même de la logique libérale. Or, si on est dans une logique de théorie écologique, en fait, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de raisonner sur comment on peut continuer à alimenter la machine à faire des choix, ce qui est toujours l'univers démocratique actuel, c'est le cadre de la démocratie représentative libérale, à au contraire, comment on va construire une possibilité dans un cadre imposé de choix. Et vous voyez qu'on passe d'un univers où la limite n'existe pas, il y a une infinité de possibilités d'élaborer des solutions, qu'elles soient des solutions politiques, économiques, d'identité relationnelle, affective, etc., à un univers qui va devenir un univers contraint de choix. Et cette substitution, c'est exactement la logique de la sobriété. Or, ce qui est intéressant dans l'approche de la théorie écologique, ce n'est pas d'examiner l'intention, parce que souvent, en offre politique, c'est le projet. Voilà, on va vous rendre libre, on va vous émanciper, etc. Et tout le monde est favorable à cette position-là. La théorie écologique, elle est beaucoup moins optimiste. Elle dit, ce n'est pas la question d'émancipation qui est importante, c'est les conditions effectives de construction matérielle de cette émancipation. Et donc, on voit bien qu'on rentre dans une logique de négociation non pas ouverte, mais contrainte. On ne raisonne pas en politique à partir du projet d'émancipation, mais on raisonne à partir des limites écologiques qui peuvent éventuellement construire ce projet d'émancipation. Et vous voyez que c'est un basculement extrêmement important. Si on reprend ce que dit Michel, c'est là où on voit la différence entre l'intention positive de l'émancipation et le côté écologique, c'est la limite de nos capacités de construire un modèle. Et la théorie écologique, elle a ça d'intéressant, c'est ce qu'on appelle une théorie conséquentialiste. Ce n'est pas la question si c'est bien ou mal qui importe, c'est la question de savoir si ça va fonctionner. Et malheureusement, encore aujourd'hui, par rapport à la crise écologique, on a tendance à raisonner sur l'infinité des solutions possibles. Je vais dire pollution, mais c'est de l'autre côté. L'infinité des solutions possibles. Or, on a du mal encore, par exemple, sur la question de la pauvreté. Dans le livre sur la sobriété que j'ai écrit, en dédicace dans tous les bons festivals, ce qui va être super intéressant, c'est pas de savoir comment on va résoudre la pauvreté, puisque la pauvreté, par rapport à un référentiel justement de l'infinité des choix possibles, il faut sortir entre guillemets des gens de la pauvreté. C'est la question de la misère, c'est-à-dire l'impossibilité même de choisir. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Or, si on se situe dans une logique où on a des choix contraints, c'est quel type de choix on va devoir effectivement considérer comme prioritaire. Alors, je vais donner un exemple qui va être assez paradoxal par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est les choix technosolutionnistes. J'imagine qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont contre le nucléaire à juste titre.
Seulement, nous n'avons pas le choix de gérer le nucléaire. Nous sommes embringués dans une histoire millénaire avec le nucléaire. Donc, on pourra faire toutes les expérimentations locales d'alternatives de vie, etc., etc. Il n'y a pas un lieu en France qui est à plus de 300 km d'un centre nucléaire d'enfouissement, d'armes, etc., etc. Autrement dit, toute la continuité des expériences alternatives écologiques sont conditionnées par la capacité de maintien du système électronucléaire français. Ça veut dire que pendant plus de 10 000 ans, on va devoir se taper et la connaissance scientifique, et les infrastructures logistiques, et le financement, et le budget. Et ça, c'est une priorité, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, vous voyez bien que notre marge de possibilité de vie alternative, elle est contrainte par rapport à ça. C'est exactement la même chose sur la biodiversité. On peut inventer toutes les formes de care sociale, excuse-moi, ce n'est pas une critique, hein, toutes les formes d'alternatives, etc. Si on laisse filer la destruction du vivant, il n'y aura aucune possibilité que ces expériences soient pertinentes sur le temps court, c'est-à-dire à 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que si l'écosystème marin s'effondre, il n'y aura pas la possibilité de nourrir les 2/3 de la population mondiale. Et dans ce cas-là, on aura un effet de basculement. Ces personnes ne vont pas accepter de mourir de faim comme ça, et la migration qu'on connaît aujourd'hui, c'est rien par rapport au type de migration qu'on va connaître. Comment on va gérer ça? C'est ça la contrainte. Et dans le cadre de la négociation que nous pouvons établir dans une démocratie libérale, tant qu'il y en a encore, eh bien, c'est effectivement de prendre conscience qu'il faut raisonner dans un cadre de débat contraint. Pas ce que je souhaiterais faire, dans l'idéal de la continuité du projet démocratique, etc., mais ce que je peux encore négocier. Donc, ce n'est pas le renoncement parce que ça me fait plaisir, parce que, voilà, parce que je conforme un peu mon éthique personnelle par rapport à des options écologiques pas trop contraignantes quand même. C'est je n'aurai pas le choix, donc quelle est la hiérarchie des choix que je vais pouvoir instaurer, qui seront collectivement débattus, parce qu'il y aura des conséquences sociales qui sont extrêmement compliquées. Par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est la priorité numéro 1 des attentes de la population française. Ce n'est pas compatible avec les enjeux des limites écologiques. Comment on va les négocier socialement? Et qu'elles soient acceptables écologiquement entre nous, mais aussi avec les non-humains. Donc vous voyez, l'enjeu, il est extrêmement contraint et il devra se faire, sinon malheureusement, on va avoir recours à ce que Trump est en train de mettre en place avec d'autres, c'est-à-dire la violence politique d'une société dirigeante, d'élite économique, sociale, culturelle, contre le reste de la population, et qui en plus accompagnera volontairement ce que produisent ces élites qui sont complètement dans une cécité sur la question écologique. Voilà. C'était la page optimiste. On y va pour les questions, peut-être? Ouais, super, très bien. Donc, on a quoi, un quart d'heure 20 minutes? Super. Donc, comme toujours, je suis assez coercitive sur les questions. L'idée, c'est pas de raconter sa vie pendant 10 minutes, ce qui fait que plus personne ne pourra poser de questions. Je suis désolée, mais voilà, c'est l'expérience. Si vous pouvez juste poser une question, c'est super. Voilà. Après, si vous avez des commentaires, bien sûr, mais voilà, qu'on puisse prendre le maximum de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment super gai. Mais topissime. J'ai une question. Vous avez parlé du technosolutionnisme rapidement. On n'a pas prononcé le mot IA. Est-ce que... On ne connaît pas. Merci beaucoup. Ça les inspire vachement. Non, mais c'est une illustration parfaite de la course à l'individualisation des choix. C'est une pleine réalisation de l'affirmation de la toute-puissance de l'individu qui maintenant peut avoir des réponses sur tous les sujets. Alors c'est hallucinant l'utilisation que peuvent faire notamment les jeunes générations des IA, les jeunes générations qui sont soi-disant plus écolos que leurs anciens. Et c'est absolument intéressant de voir que c'est un prolongement de l'extension de cette personnalité toute puissance de l'individu. Et en plus, les conséquences écologiques sont évidemment catastrophiques. Oui, peut-être deux éléments pour le numérique en général, hein, pas seulement l'IA, mais on voit bien aussi l'invisibilisation des dispositifs matériels qui permettent à ces choses apparemment immatérielles de fonctionner. Donc il y a une sorte de grand escamotage qui est celui des conditions matérielles de fonctionnement des
algorithmes et de tous les réseaux numériques. C'est d'ailleurs si stratégique que les grands opérateurs du numérique ne s'y trompent pas. Il suffit par exemple d'essayer d'aller voir comment sont gardés les grands serveurs ou les grands entrepôts de données des géants du numérique pour s'apercevoir qu'on a une mobilisation de forces armées qui est absolument impressionnante parce que c'est tout à fait stratégique. Donc il y a ce premier grand escamotage qui est très courant dans l'histoire de la technologie contemporaine, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on n'a pas besoin de se soucier des conditions nécessaires pour que la technologie soit efficace. C'est une sorte de mythe de la performance technologique qui viendrait en elle-même, sans condition, régler tous les problèmes qu'on a à régler et même régler les problèmes qu'on ne pensait jamais avoir besoin de régler. C'est les IA qui m'appellent, ça va mal, j'ai encore dit des bêtises et mon sponsor Facebook se replie. Donc, il y a cette première grande supercherie. Et puis, il y a deuxième chose que je voudrais dire qui est, bon, en gros, moi, je ne suis pas anti-technologique, je pense simplement qu'il faut sortir de l'emprise technologique. C'est-à-dire l'idée que la technologie, et de préférence la high-tech, va arriver pour nous, sans que nous ayons rien d'autre à faire, régler toutes les questions que nous pourrons nous poser, et maintenant, y compris les questions de connaissance, qui jusque-là avaient été relativement à l'écart de ça. Non, moi je suis pour des technologies qui redeviennent des technologies du faire humain, c'est-à-dire qui sont capables d'être activées par les humains, et de mon point de vue, il n'y a d'ailleurs pas de différence entre la haute et la high et la low-tech. On a besoin évidemment de technologie, l'espèce humaine est une espèce technologique. On ne va pas, depuis les BIFAS et même avant, on ne va pas arrêter avec ça, mais on doit se réarrimer à une technologie, se réapproprier la technologie. Dites donc, entre nous, ça fait longtemps qu'on pense cette question-là dans l'histoire de la pensée occidentale, sauf que maintenant, ça n'est plus entendable. Ça n'est plus entendable. La deuxième chose que je voudrais dire très rapidement, l'IA, c'est très intéressant parce que ça montre quoi aussi? Ça montre que les grands technologues et les technophiles, il ne faut pas s'y tromper. Derrière tout leur discours sur la facilitation, c'est ce que tu dis, Bruno, il y a une anthropologie. Il y a une vision de l'être humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il doit penser de sa relation à autrui et dans ce qu'il peut penser de sa relation à d'autres entités non humaines. Il y a une anthropologie, et dans le cadre des grands tenants de l'IA et de la tech, cette anthropologie est détestable. C'est l'anthropologie du sujet autonome absolument souverain qui encapsule absolument tout ce qui lui est nécessaire dans son désir. Et de ce point de vue-là, la caricature, ce sont les économies de plateforme. J'ai envie de manger des spaghettis bolognaises à 23h30. Je peux, sur une application dont je ne souhaiterai pas le nom, commander immédiatement ces spaghettis qui vont m'être livrés dans le quart d'heure, nonobstant toutes les conséquences sociales et économiques de cette décision, parce que ma volition est plus importante que tout le reste. Donc il y a une anthropologie qui est quand même très particulière et qui est porteuse d'une politique dont on n'a même plus besoin de se demander ce qu'elle est. Il suffit d'écouter la façon dont les géants de la tech se sont mis servilement au service de la parole trumpiste. On voit bien le régime politique qu'il y a derrière. Or moi, ce que je dis, c'est que la réorientation écologique, modulo ce que tu as dit auparavant, qui est très important sur réfléchir à ce que nous appelons un choix, la réorientation écologique ne peut pas se payer au prix de la régression démocratique et de la régression sur nos droits. La réorientation écologique, elle doit au contraire nous proposer d'autres expériences démocratiques, c'est-à-dire des expériences de démocratie augmentée par rapport à celles que nous voyons, puisque nous voyons qu'aujourd'hui, la démocratie de représentation, elle ne défend plus nos droits, ni la démocratie elle-même, et que même pire que ça, c'est à l'intérieur de la démocratie de représentation telle que les États la mettent en scène que se construisent les conditions de disparition de la démocratie. Donc il y a une nécessité de se ressaisir aussi de ce projet-là. Donc votre question sur l'IA, elle n'est pas du tout embarrassante, c'est une question centrale, mais évidemment c'est une question qu'on doit prendre avec un peu de prudence aussi, parce que nous ne sommes, hélas, qu'au tout début de l'aventure. Si je peux rebondir. Sur les questions de l'IA, moi ce qui me frappe, c'est l'ultralibéralisme. C'est-à-dire qu'il y a une tendance des États depuis les années 80, l'ère Thatcher-Reagan, à se désengager des grandes questions économiques et à laisser le jeu économique aux grandes puissances financières. Et sur les questions écologiques, c'est particulièrement vrai, on l'a vu avec le monde de la pêche, l'État se désengage, on laisse faire les grosses entreprises du secteur. Par contre, il y a un deux poids deux mesures, c'est que sur l'IA, par exemple, là, l'État intervient, il n'y a pas de souci, on investit des centaines de milliards d'euros sur l'IA. Donc il y a un deux poids deux mesures entre le non-interventionnisme de l'État sur les questions écologiques
et l'interventionnisme de l'État sur les questions technologiques, pour le coup. Merci. Emmanuel, tu as une question? Ah, non, Oui, pardon, allez-y. j'avais une remarque plus qu'une question. En définitive, vous avez fait je vais appeler ça un compte-rendu éminemment intéressant, mais à mon avis fort consensuel. Et l'un d'entre vous a employé une expression que j'avais l'intention de vous proposer, c'est mettre des baffes. En définitive, tout un chacun ici, je pense qu'on se sent concerné. Et au fond de nous, sur la planète, on sait tous que ça ne va pas et qu'on va dans le mur. On le sait intimement. À différents niveaux, il me semble qu'on le sait. Qu'on soit ici ou qu'on soit à Carrefour en train de faire ses courses, on sait que ça ne va pas. Et est-ce qu'il n'est pas venu le temps, messieurs, dames, d'aller mettre des baffes à ces milliardaires qui se prennent pour Ubu, à aller mettre des baffes à ces politiques qui nous prennent pour des cons et qui nous asservissent, à aller mettre des baffes à ces gens qui nous envoient des grenades quand on va manifester? Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre des baffes? Alors, vous voulez dire au sens propre ou au sens figuré, les baffes? Non, alors je pense, c'est très délicat à manipuler parce que vous avez ceux comme Eugène Sue qui vont vous dire que l'insurrection, c'est un mécanisme central dans le progrès des droits humains. Bon, je pense qu'il a en partie raison. Et puis il y a ceux qui vont dire le mirage du grand soir nous fait perdre beaucoup de temps en fait parce que pendant qu'on attend qu'il y ait un grand soir qui se produise, on n'avance pas sur des débats de fond. Alors je ne sais pas, je pense effectivement que c'est très délicat de promouvoir le recours à la violence, mais je pense qu'effectivement ça arrangeait pas mal les choses si au figuré, une ou deux têtes tombaient. Voilà. En tout cas, la question que vous posez, au-delà du caractère baf ou pas baf, bon, moi, c'est Astérix et Obélix, donc évidemment, les baffes, ça me plaît, hein, mais c'est surtout contre les Romains. Mais je pense que ça doit nous permettre de poser la question des formes d'engagement, en fait. Et il y a aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'un politiste, un renouveau très, très spectaculaire des formes d'engagement. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'univocité, il n'y a pas de caractère univoque des formes d'engagement légitimes. En réalité, il y a une pluralité de manières de s'engager. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas non plus craindre que dans les transitionneurs ou les réorienteurs, il y ait des variations de sensibilité, que toi, par exemple, tu ne sois pas sur la position de la philosophie du Caire. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant. C'est-à-dire, je pense au contraire que le monde de demain, il faut que, comme disent les zapatistes, il faut que ça soit un monde où coexistent plusieurs mondes. Il faut sortir de l'injonction à ce qu'il n'y ait qu'un monde possible. Ça, c'est l'injonction du modèle standard économiste contemporain. Il faut une variété de mondes, donc une variété de formes d'engagement qui peuvent passer par la résistance physiques, qui peuvent passer par la désobéissance civile, qui peuvent passer par des activismes comme on a vu du côté d'Extinction Rebellion, qui peuvent passer par la flottille qui est encore aujourd'hui en Méditerranée et qui cherche à relier Gaza, qui peuvent passer par différentes formes, avec évidemment à chaque fois une vraie question à se poser. C'est en fait toujours, et Hannah Arendt, que tu citais tout à l'heure, elle a beaucoup contribué à ce débat-là, une question qui est en fait une question éthique. Hein. C'est-à-dire, la question éthique, c'est pas savoir ce qui est bien ou mal, c'est savoir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas attentatoire non plus à une dignité humaine que par ailleurs on veut promouvoir. Et ça, c'est une question qui ne peut jamais se délibérer a priori. Ça ne peut se délibérer qu'en situation. Donc, votre question, elle est légitime, mais elle n'appelle pas, à mon sens, de réponse univoque. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, considérer chaque situation d'action et se dire quelle est la manière la plus légitime pour survivre. Vous savez, j'ai été très frappé, je donne juste cet exemple-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans une vie antérieure, je programmais des débats et des échanges autour de l'Anthropocène et on a invité un peuple premier d'Argentine et de Bolivie à venir nous expliquer leur cosmologie, leur cosmogonie et leur manière d'envisager la relation de l'homme et de l'environnement. Et ces gens, lorsqu'ils sont venus à Lyon, nous ont expliqué que ça faisait 5 siècles qu'ils avaient connu l'effondrement. Ça faisait 5 siècles que les Espagnols étaient venus et avaient génocidé la population. Et que malgré tout, 5 siècles plus tard, ils parlaient toujours leur langue. Ils étaient encore là.
Et leur opposition était pratiquement toujours des oppositions non violentes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'être violents. Ils étaient dans un rapport trop minoritaire. Et ils étaient encore là. Je peux vous dire que moi, ça m'a stupéfait, ça a changé beaucoup de choses dans ma réflexion, de se dire, ah ouais, en gros, à chaque fois, chaque sentier de dépendance doit inventer sa propre manière de se mobiliser. Par rapport à la question des baffes, bon, donner des baffes, moi, ça me démange pas mal de donner des baffes. Et puis, si on regarde derrière, bon, alors, est-ce que la violence est un moyen légitime qu'on choisit comme moyen de l'action ? À cet endroit-là, moi, ce que je me dis, c'est qu'en tout cas, on est dans un combat, on est dans une lutte, elle est extrêmement, elle est considérable parce qu'elle est existentielle. Elle touche la capacité qu'on a à continuer de vivre ensemble. Et à cet endroit-là, il faut qu'on puisse beaucoup échanger le plus possible sur les moyens qu'on va utiliser. Et puis qu'on puisse aussi s'organiser. Il y a un déficit, je trouve, d'organisation aussi. Alors, il y a à la fois des mouvements de fond, etc., qui ont lieu, voilà, et ça c'est assez fabuleux parce que je pense qu'il y a des choses qui à un moment donné vont se rejoindre, se tisser ensemble. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la COP27, elle a eu lieu à Dubaï. C'est impensable. J'arrive même pas à croire ce que je dis, quoi. C'est-à-dire les mecs, c'est vraiment des enfoirés total. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va faire ça à Dubaï pour leur vendre le pétrole comme solution au réchauffement climatique. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a eu un communiqué du président de l'OPEP à la fin, etc., qui écrit texto, je vous écris mu par un sentiment d'urgence. Donc, il reprend la terminologie scientifique pour dire qu'il y a un risque d'effondrement. Il reprend les terminologies scientifiques. Sociétal, considérable si on sort du pétrole. Enfin bref, c'est magique, c'est extraordinaire. Je pense que dans quelques années, ça ne sera plus possible. De même qu'un mouvement MeToo, il rend impossible certains, non pas tout, du tout, mais certaines actions qui pouvaient être possibles. Je pense qu'à un moment donné, il y a un tissu comme ça qui va se faire et que des choses comme celle-là seront plus possibles. Après, on a juste le temps d'une dernière question. Du coup, j'arrête là. Je pense qu'il y a une corrélation entre les moyens et la fin. Et que si on prend des moyens violents, c'est ma conviction, la fin, elle sera violente. Et la fin, une fin violente, c'est pas tripant, quoi. Voilà, moi, mon... Vas-y, Emmanuel. Je vais essayer de faire court, mais c'est pas facile. J'ai beaucoup entendu parler d'une critique de l'individualisme, de l'individualisation. Or, je me demande si ce n'est pas une individualisation en trompe-l'œil. C'est-à-dire que finalement, le vrai problème ne serait pas plutôt la manipulation de masse. En gros, on vous fait croire que vous êtes un individu unique, mais vous êtes en train collectivement de faire exactement ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire de vous comporter comme des consommateurs de masse et d'être finalement des moutons derrière des idéaux faciles qu'on va vous vendre. C'est vrai en politique, c'est vrai en marketing. Et je me demande s'il ne faudrait pas plutôt réhabiliter l'individu, mais le réhabiliter en tant qu'individu capable d'exercer son libre arbitre, son sens critique, en tant qu'individu relié, justement capable de penser l'action collective. C'est là qu'il y a un paradoxe. Très intéressant. Bruno, allez, c'est chaud. Je ne pense pas que c'était une critique de l'individualisme en tant que tel. C'est effectivement une évolution. Je ne parle même pas de déviation, c'est une évolution qui a été aussi soutenue démocratiquement. C'est important de bien comprendre ça. La défense du pouvoir d'achat, c'est une revendication démocratique. C'est une expression populaire, de la souveraineté populaire, etc. Le choix de certaines élites politiques en démocratie, je parle qu'en démocratie, malheureusement, il faut bien se rendre compte que c'est en plus le régime politique extrêmement minoritaire à l'état du monde. Donc le choix de nos élites reflète aussi l'aspiration. Alors on peut toujours considérer que les individus ont été privés de cette autonomie de pensée. Moi, j'y crois pas trop, très honnêtement. Je pense vraiment qu'il y a des justifications profondes au choix qu'on exerce politiquement. Et qu'on pourra toujours dire, ouais, les mecs qui votent Front National, ils n'ont pas compris, ils sont victimes d'une manipulation, etc. Il y a une profonde
réflexion qui amène à ces choix-là. Donc ça, c'est au contraire, l'expression démocratique, c'est reconnaître l'autonomie des individus. Par contre, continuer à construire un individualisme qui serait uniquement anthropocentré, c'est-à-dire dont le seul référentiel ce soit l'homme, c'est une impasse. C'est pour ça que les propositions de la théorie écolo sont intéressantes, parce qu'elles sont écocentrées ou biocentrées, c'est-à-dire qu'un individu, à l'heure actuelle des limites planétaires, qui continue à ne se construire comme individu en autonomie par rapport à l'existence terrestre, au système Terre, ça ne fait pas sens. Donc, quand tu évoques la question des enjeux sociaux, oui, mais si les enjeux sociaux ne sont pas reliés aux conditions écologiques, c'est une impasse. Ça veut dire qu'on va retomber dans des réflexions sur les rapports de domination, sur la hiérarchie des ennemis, à qui il faudrait distribuer des baffes. Et chez les écolos, il y a des baffes qui, prioritairement, on peut les distribuer aux gens qui vont nous imposer des contraintes écologiques fortes, la disparition de la biodiversité, les risques sociotechniques du style le nucléaire, etc. Peut-être que c'est ces gens-là qu'il faut baffer avant que d'aller baffer Elon Musk, qui, après tout, lui, il fait ce qu'il a à faire au sens, en tant qu'individu, qui a réussi, entre guillemets. Donc, ce qui va être intéressant dans cet individualisme, est-ce qu'on aura les moyens démocratiquement de renégocier les frontières de cet individu? Parce que si on reproduit, en aménageant un tout petit peu la question écologique, en internalisant aux marges la question écologique, finalement, on aura au mieux fait du développement durable un peu tardivement, et au pire, on aura différé encore la nécessité de reconstruire un individu connecté avec le vivant. Mais connecté au sens où, par exemple, si j'accorde des droits politiques aux animaux, pas simplement leur accorder une existence parce que c'est des êtres de considération, comme l'a fait la loi de 2015 en France, ce sont des êtres sensibles. Et encore les animaux domestiques, pas sauvages, des êtres sensibles. Mais si vous leur reconnaissez des droits objectifs, opposables au même titre que les droits individuels, ça va renégocier la marge de manœuvre des droits humains. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que toute décision qu'on devra prendre démocratiquement devra se faire dans le sens de la justice sociale et de la justice écologique? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Parce qu'on a toujours cette priorisation des droits sociaux au nom d'une émancipation sociale qui est toujours déconnectée, principalement, de son ancrage et de son enracinement au sens premier du terme, ce qui fait racine et ce qui permet de vivre vis-à-vis de la question du système Terre. Plus ce système Terre disparaît, plus les droits sociaux ils vont se réduire aussi. Désolé d'avoir été un peu long. Bruno. Bon, voilà. Il va falloir qu'on libère la salle. Merci à tous les quatre. Les échanges continuent puisqu'ils sont à côté, ils signent toute l'après-midi. Et juste après, vous savez qu'il y a la cause écologique a-t-elle perdu avec Dominique Bourg, Béatrice Hérault et Éric Hachiman. Voilà, ça me semblait important de vous le dire parce que Dominique a passé... Voilà, merci beaucoup.